Bonsoir, bienvenue donc sur Mediapart.fr. Demain, la 5e République a 60 ans et, comme pour un anniversaire, on se paye encore une nouvelle crise politique dans cette République qui n'en finit pas de vieillir. En ce moment, donc la crise du moment, c'est la démission toute récente de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est la 3e démission d'un poids lourd, d'un ministre d'État depuis seulement 1 an et demi que Emmanuel Macron est au pouvoir. Nous allons discuter tous ensemble avec, à mes côtés, ma collègue Hélène Salvi, qui est en charge de l'exécutif et de ce pouvoir qu'elle saisit si bien au fil de nos colonnes. Avec elle, le député de La République En Marche, Sébastien Nadeau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, qui nous a fait le plaisir de venir au premier débat avant d'intervenir. Il était invité à l'origine pour parler de l'histoire secrète des armes au Yémen, qui est le cadre de notre deuxième plateau dans une demi-heure. Merci à lui, merci à vous d'être avec nous pour discuter de ce moment politique bien particulier. Enfin, à ses côtés, Guillaume Riquart, excusez-moi, Guillaume Riquart. Vous êtes délégué national des commissaires de police au syndicat SCSI-CFDT. Ça. Et donc, vous allez un petit peu nous raconter le bilan et votre point de vue sur ce ministre de l'Intérieur qui préfère sa ville de Lyon à son ministère. On va commencer par ce qui s'est passé ce matin, une passation de pouvoir bien étrange entre Gérard Collomb et un successeur un peu particulier puisqu'il est aussi Premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, moi je quitte avec regret, je vous le disais, ce ministère. J'ai profondément aimé les femmes et les hommes qui le composent. Nous sommes ici dans un ministère de l'affectif. Les policiers, les gendarmes souhaitent pouvoir être aimés. Si on veut qu'ils remplissent des tâches difficiles, et combien sont difficiles leurs tâches, il faut qu'ils sentent que le ministre de l'Intérieur qu'ils ont à leur tête aime les femmes et les hommes qui sont dans ce ministère. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que vous aviez aimé travailler au ministère de l'Intérieur. Eh bien, je vous dis, Monsieur le Ministre, que j'ai pour ma part aimé travailler avec vous. Je voudrais également indiquer à l'ensemble des femmes et des hommes qui servent au ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Intérieur, c'est d'une certaine façon le ministère de l'État. Nous vivons une époque de trafic, vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État, d'illégalité, d'incivilité. Et il nous appartient à nous tous d'être à la hauteur de la tâche pour donner aux Français ce qu'ils attendent. Quelle bonne ambiance, à la hauteur de la tâche, dit Édouard Philippe. On n'a pas l'impression qu'on y est vraiment en ce moment. Comment on en est arrivé là, Hélène Salvi ? Comment on en est arrivé là ? En fait, c'est le fruit de plusieurs semaines de grosses cacophonies. Alors, ce qui est très, j'allais dire étonnant, non, ça ne l'est pas, mais ce qui est assez drôle, c'est que depuis ce matin, évidemment, on voit un petit peu les éléments de langage infusés au sein de l'exécutif et de la majorité, sur le fait qu'il faut absolument éteindre l'incendie. Sur le mode, ça n'est pas une crise politique, tout va bien, l'État est géré. D'ailleurs, on est dans la continuité de l'État, le Premier ministre joue les intérimaires, etc. Bon, ça, c'est pour les éléments de langage. Sur le fond, cette séquence-là, j'allais dire met fin, mais en fait, met pas vraiment fin, parce que tant qu'on n'a pas le nom du remplaçant définitif, comme peut l'être la politique, ça ne sera pas encore une séquence terminée, mais pour autant, c'est finalement une sorte de quasi-épilogue de 10 jours de cacophonie absolue au sein de ce pouvoir, avec quand même un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, qui nous explique depuis une quinzaine de jours que, en gros, il veut s'en aller. Tout ça faisant suite à une rentrée politique qui a déjà été assez compliquée pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe, puisqu'on a un autre ministre d'État, Nicolas Hulot, qui a simplement annoncé, comme si tout était normal, en direct à la radio, sans que ni le président ni le Premier ministre ne soient informés, que lui aussi quittait le gouvernement.
Gérard Collomb, c'est encore autre chose. Nicolas Hulot, il y avait un aspect symbolique. C'était quelqu'un qui politiquement était assez important dans ce dispositif gouvernemental pour les sujets qu'il portait. Gérard Collomb, c'est finalement encore pire parce que c'est le premier marcheur, le premier grand élu qui a rejoint assez tôt Emmanuel Macron, qui se présentait jusqu'alors comme son bouclier, etc. Son départ est un aveu de faiblesse, sinon de très grande fragilité de ce pouvoir. Vous racontez, Hélène, dans votre article hier, qu'on peut lire sur Mediapart, une scène qui en dit long sur l'improvisation permanente qu'on a vécue là, depuis une quinzaine de jours, puisque Gérard Collomb, à qui on dit de partir en Guinée, je vous laisse poursuivre. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron devait se rendre en Guinée. Finalement, il a demandé à Gérard Collomb, il y a un moment déjà, de le remplacer. Donc, il y avait un déplacement officiel, diplomatique, organisé en Guinée. Le ministre de l'Intérieur devait partir. Il devait partir mardi. Et en fait, la voiture qui le conduit à l'aéroport est place Beauvau, l'attend, moteur allumé, tout le monde est prêt, le cabinet est au garde à vous, etc. Tout va bien. Et le ministre de l'Intérieur sort de Beauvau, la voiture l'attend, le chauffeur l'attend, et en fait, il traverse la rue du Faubourg Saint-Honoré qui sépare le ministère de l'Intérieur de l'Élysée. Il se rend à l'Élysée, il rend sa démission. Là, clairement, il y a une discussion entre les deux hommes. Emmanuel Macron refuse cette démission. Ils essaient à l'Élysée de tricoter une espèce de communication sur non, mais en fait, c'était pour montrer que le président accordait encore une grande confiance à son ministre de l'Intérieur et qu'il était tout à sa tâche, etc. Bon, résultat, quand même, le voyage diplomatique a été annulé à la dernière minute. Le cabinet s'est un peu regardé en chien de faïence. Et le lendemain, autre situation complètement dingue, c'est que question au gouvernement à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe est évidemment interrogé sur le sujet par Éric Ciotti, député LR, et il me dit tout va bien, pareil, les mêmes éléments de langage, tout va bien, le ministre est à sa tâche, etc., etc. Sauf que dans le même moment, je dirais un quart d'heure plus tard, tombe la nouvelle interview de Gérard Collomb au Figaro, expliquant à des journalistes, et visiblement avant de l'avoir expliqué aux deux têtes de l'exécutif, qu'il maintenait sa démission. Ce qui crée quand même une situation un petit peu compliquée, alors évidemment humainement pour le pouvoir à ce moment-là, mais qui est obligé de dire, bon bah là, si vous voulez, on ne va pas retenir en otage un ministre de l'Intérieur, quoi. Et en fait, tout se passe comme ça depuis 10 jours, c'est-à-dire que le cabinet à l'intérieur et l'Élysée et Matignon, qui n'est visiblement au courant de pas grand-chose, vit un peu au gré des prises de position publiques ou en semi-off auprès de journalistes de Gérard Collomb et de son envie de partir au plus vite. Alors, comme vous l'expliquez, il y a Gérard Collomb, c'est pas n'importe qui dans le dispositif Macron, c'est presque l'inspirateur, le théoricien, lui qui était le socialiste des territoires au sein du PS avant, qui était très marginalisé au sein du PS et qui d'un coup a pu faire entendre sa voix et sa doxa auprès d'Emmanuel Macron. Il l'a porté politiquement et idéologiquement d'une certaine manière. On a senti un peu une cassure au début de l'été, au moment de l'affaire Benalla, entre les deux hommes. Est-ce que c'est ce moment-là, Sébastien Nadeau, pour vous, qui incarne un peu le début de la fin ? Le début de la fin politique, je ne sais pas, mais le début de la fin de l'homme complètement usé au pouvoir, il y a eu le projet de loi Asile-Immigration. Vous parlez de Gérard Collomb. Oui, et je pense que vous savez que j'étais pas tellement en phase avec ce qu'il a porté comme projet de loi qui est aujourd'hui en vigueur. C'est un moment qui est physiquement très très difficile que de porter un projet comme celui-là. Encore une fois, moi je ne partageais pas ce qu'il a porté, mais néanmoins, c'est un moment qui est extrêmement compliqué physiquement. Et puis derrière, il y a l'affaire Benalla avec une pression extrêmement intense sur les épaules du ministre de l'Intérieur. Donc, oui, je crois que c'est le moment où effectivement il y a rupture. Et moi, ce que je déplore dans l'épisode, parce que moi je vois pas, et alors je sais pas les éléments de langage, je vois effectivement pas quelque chose comme une transformation de profondeur, une crise de profondeur. Je vois une crise de surface dans le fait que Gérard Collomb s'en aille. Tout le dispositif autour de Gérard Collomb est là. Donc
Je ne vois pas tout à fait ça comme une crise politique. En revanche, je déplore que, quelque part, il n'ait pas profité de la sortie de Nicolas Hulot pour lui aussi quitter le gouvernement. Oui, vous avez l'air plus soulagé qu'en crise, Sébastien Nadeau. Ah, moi, je pense que oui, il y avait quelque chose qui était intérieur, mais qui était sous-jacent. Donc voilà, ça sort. Ça fait crise politique selon vous. Moi, je pense que c'est une bonne manière pour qu'on avance réellement mieux demain. C'est-à-dire que 2 ministres d'État qui démissionnent de cette façon, avec cette forme-là, en l'espace de 3 semaines, globalement, si ce n'est pas une crise politique, je ne sais pas ce qu'on peut appeler une crise politique. C'est des questions de rythme. Je pense qu'il va falloir vous y habituer. L'information va très vite. Je pense qu'on va être désormais sur des rythmes qui seront assez souvent ceux-là. C'est-à-dire que les changements, y compris ministériels, vont être plus fréquents et plus rapides. Et je ne l'attribue pas à une grande fragilité du pouvoir, comme vous le dites, mais à des nouveaux mécanismes qui se sont mis en place à travers la dernière élection d'Emmanuel Macron. C'est le turnover de la Startup Nation. Tout à fait. Guillaume Rickwart, excusez-moi, je me suis engagé à essayer de respecter un peu la flamandité de votre nom. Guillaume Rickwart, vous aussi, comment vous avez observé ce moment de fracture qu'a été l'affaire Benalla, où effectivement on a un ministre de l'Intérieur qui se distancie du président de la République, mais aussi d'un homme, Alexandre Benalla, qu'il semblait très bien connaître, pour finalement dire qu'il ne le connaissait pas. Il y a eu un grand moment de flottement. J'imagine que vous l'avez vécu étrangement, vu les circonstances en plus, le contexte. Oui, bien sûr. Dans la maison. Surtout son audition lors de la commission parlementaire, elle a été perçue qu'un moment d'hésitation de la part du ministre, alors que, par exemple, le préfet de police, lui, a été ferme dans ses positions. Donc c'est sûr que chez les policiers, ça a été pas une source d'affirmation. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à Gérard Collomb et ce qu'on reproche. Et je trouve que la passation de pouvoir de ce matin le révèle un peu. Il a résumé un peu son passage au ministère de l'Intérieur comme étant un ministère de l'affectif. Et nous, ce qu'on attend, les policiers, c'est au contraire un ministère rationnel. On attend un ministre qui tienne la haute hiérarchie et pas une haute hiérarchie qui tienne le ministre. Et il faut reconnaître que pendant 1 an et demi, on n'a pas avancé sur beaucoup de dossiers. Il y a peut-être la loi asile-immigration qui, à tort ou à raison, reste un dossier qu'il a soutenu. La culture numérique opérationnelle aussi, qu'il a bien développée au sein du ministère. Mais pour le reste, il y a eu peu d'avancées et sincèrement, aucune réforme en profondeur. Ce n'est pas le premier. Les quelques ministres qui lui ont précédé n'ont pas forcément été meilleurs, n'ont pas marqué de leur empreinte ce ministère. Mais nous, forces de sécurité, on est en attente de vraies réformes. Moi, je me souviens que lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait par exemple évoqué le fait d'un des gros freins du fonctionnement de la France, c'était les corporatismes. Et on s'aperçoit, notamment dans la police et dans la gendarmerie, enfin dans le ministère de l'Intérieur, pour résumer, que les corporatismes tiennent toujours la maison et qu'on n'arrive pas à les dépasser. Et ces corporatismes, qui sont des sources de blocage au sein de l'institution, ils ne sont pas dépassés, et ce qui fait qu'on avance sur pas grand-chose. Alors, il y a à la fois le fond et la forme. Chez Gérard Collomb, dont on peut lire dans des articles, notamment ceux de notre journaliste Mathieu Suc sur Mediapart, que beaucoup l'ont surnommé Son Altesse Sénilissime. On sent qu'il n'était pas non plus très respecté, comme l'ont pu être d'autres grands flics, ou en tout cas premiers flics de France, jusque-là. Je l'ai rencontré 4 ou 5 fois, et il faut reconnaître, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire là, mais qu'il avait un côté bon sens terrien dans l'approche qu'il avait à l'égard des syndicats, du moins. Quand on évoquait un problème, il avait une réponse du tac au tac, mais qui n'entrait pas dans le détail technique de ce qu'est normalement le fonctionnement d'un ministre de l'Intérieur. Et en ça, il était très sympathique, il répondait aux questions, mais sans qu'il y ait une suite derrière cohérente pour résoudre nos problèmes des forces de sécurité. Un exemple, par exemple, c'est la police de sécurité du quotidien. Ça a été un peu l'emblème sécuritaire du début du mandat d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il l'a défendu avec vigueur, mais tous les policiers vous diront que la police de sécurité du quotidien, c'est en gros un remake de dispositifs qui existaient au préalable, une zone de sécurité prioritaire, la police de proximité préalable. Et donc, en réalité, la conviction qu'il a pu mettre dans la défense de ce niveau dispositif, elle ne correspond pas à la réalité de ce qu'en attendent les policiers. Oui, alors revenons juste là-dessus, sur cette PSQ, qui a été expérimenté du coup depuis le début de l'année. On ne l'a effectivement pas vu forcément porter ce qui aurait pu être
entre guillemets un remake, mais cette fois-ci au bon sens du terme, quand on vient du Parti socialiste comme Gérard Collomb, de ce qu'était la police de proximité sous Jospin, on sent qu'il n'a jamais porté cela, même au point, finalement, de quand il doit lancer la fin des expérimentations et dire qu'on passe à une phase un peu opérationnelle, au final, on n'en parle pas du tout et on parle déjà de son envie de revenir maire de Lyon. Mais je pense, et il a, je pense, bien ciblé ce matin à l'occasion de la passation de pouvoir, le vrai problème, c'est la délinquance dans les quartiers. Et la délinquance dans les quartiers, il l'a ciblé un peu tard, c'est au moment de son départ, mais c'est ce souci-là qu'il faut résoudre avant tout. Moi, j'ai un exemple, c'est à vous évoquer, c'est ce qui s'est passé à la cité la Busserine à Marseille en mai, a été évoqué par le ministre de l'Intérieur et le président de la République à ce moment-là, le problème du trafic de drogue. Enfin, ça a été évoqué et on s'est rendu compte que la PSQ ne suffisait pas à résoudre ce problème-là. A été annoncé pour juillet un plan anti-drogue. Pour juillet, finalement, ça a été reporté à septembre. On est en septembre, on nous annonce novembre. Espérons que ça sera novembre. Mais au bout du compte, sur le vrai problème qui conditionne plein d'autres pans de la délinquance, on n'a pas de résultat. Et justement, ce tropisme, parce que c'est aussi des choses qu'on a lues chez les journalistes suivant un peu les affaires de police, qu'il était davantage, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur de Lyon, qu'un vrai ministre de l'Intérieur au sens national du terme. Il passait effectivement beaucoup de temps, au point que c'était un peu gênant. Même le 1er mai, alors qu'à Paris convergeaient les Black Blocs d'Europe, Gérard Collomb, lui, était à Lyon et n'arrivait que le soir. Personnellement, je l'ai rencontré 4 ou 5 fois à l'occasion de réunions syndicales. À chaque fois, il a évoqué Lyon. À chaque fois, l'exemple de l'action en tant que ministre de l'Intérieur était comparé à son action à Lyon, qui ne correspond en rien à celle du ministre de l'Intérieur dans les exemples qu'il pouvait évoquer. Et c'est vrai qu'il y avait un tropisme lyonnais. Et je pense que le meilleur exemple, ça a été les vœux de notre syndicat en début d'année, en janvier. Et beaucoup de policiers et de commissaires de police ont été presque choqués. C'est que le discours qu'il a fait devant l'Assemblée de policiers, c'était pour tout le monde un discours d'élu lyonnais et pas un discours à l'égard de cadres de la police. Et là, on devait être 100, 150 à ce moment-là dans la salle. On s'est tous fait la même réflexion à l'issue du discours. Et c'est un peu ce qui revient, le fait que pendant 1 an et demi, il n'ait jamais quitté son costume d'édile. Hélène, vous vouliez... Non, mais d'ailleurs, c'était même au sein même du gouvernement et plus largement dans la majorité, c'était même presque devenu une blague. Moi, je me souviens de personnes qui m'expliquaient qu'ils attendaient, ils comptaient un petit peu le temps qui séparait le début d'un propos de Gérard Collomb avant qu'il cite la ville de Lyon. Donc c'était devenu une blague. Et dans ce genre de cas de figure, tout ce qui devient une blague peut être compliqué en termes d'autorité, par exemple. Mais par ailleurs, le fait qu'il veuille retourner à Lyon, et d'ailleurs tout le monde le dit, au sein du gouvernement comme au sein de son cabinet, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'il allait retourner à Lyon. Finalement, la problématique politique, pour le coup, que pose cette séquence-là, c'est que... il le fasse comme ça. C'est la forme qui est problématique. Pourquoi il le fait maintenant? Pourquoi qu'il ait envie de retourner à Lyon, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est son problème. Mais il ne peut pas le faire de telle façon que ça affaiblisse le président de la République. Alors, au point même que la semaine prochaine, à Lyon, doit se tenir toujours le G6 en matière d'un G6 européen, avec les ministres de l'Intérieur des plus grands pays européens, ainsi que des représentants américains et de la Commission européenne pour parler sécurité politique internationale, de coopération sécuritaire. Et donc, ça se passe à Lyon. Il y a même des grands exercices au sein du grand stade Gérard Collomb, créé par Gérard Collomb à Lyon. Des exercices d'évacuation terroriste, ça. Mais bon, Gérard Collomb n'y assistera pas, ou peut-être en tant que maire. Mais il laisse du coup Édouard Philippe qui devra se rendre à Lyon à sa place. Comment on peut lire le fait que ce soit Édouard Philippe qui prenne l'intérim en attendant de trouver quelqu'un? Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines En Marche, Hélène? Il y a clairement un problème de ressources humaines et pour le coup qui a été identifié assez rapidement par les principaux intéressés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que se pose la question d'un remplacement, finalement c'est toujours un peu les mêmes noms qui circulent. La question va se poser de façon encore plus forte quand vont arriver les échéances électorales, que ce soit les européennes ou les municipales. Aujourd'hui,
ils considèrent que parce que ce parti, ce mouvement est jeune, et en soi, c'est une réalité. Ils n'ont pas créé en l'espace de 1 an et demi des forces politiques susceptibles de pouvoir accéder à des postes à grande responsabilité. Le fait que le Premier ministre joue les intérimaires en attendant la nomination du successeur de Gérard Collomb, ça prouve 2 choses. Ça prouve déjà que c'est un casse-tête politique sans nom pour Emmanuel Macron, et ça prouve aussi que finalement, il a aujourd'hui, au bout de si peu de temps de mandat, il a peu de forces sur lesquelles s'appuyer. Ce qui pose évidemment, alors, c'est peut-être pas une crise, mais enfin ça y ressemble, ce qui pose en tout cas un vrai sujet de ressources humaines. Alors, Hélène, vendredi, dans son article, évoquait l'ambiance fin de règne au bout d'1 an et demi qui pouvait régner à l'Élysée et la solitude du pouvoir, qui est un grand classique dans la Ve République, à ce même Élysée, mais généralement c'est plutôt effectivement en fin de règne, en fin de quinquennat. Là, on est des débuts. Comment vous voyez ça, vous, Sébastien Nadeau, de votre siège de parlementaire ? Vous n'allez pas être ministre de l'Intérieur d'ici dimanche, a priori. Là, vraiment, le casting ne peut pas me convenir, c'est certain. Le fait est que il y a une question de rythme. Je pense vraiment, enfin moi je suis nouveau, nouvellement élu, mais quand même j'observais ce qui se passait avant et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles modalités dans le rythme politique qui finalement se met un petit peu en face du rythme médiatique, du rythme du numérique, etc. À côté de ça, je pense que le casse-tête politique, alors il est du fait d'une situation et il est du fait qu'il y a un enjeu extrêmement fort qui arrive très prochainement, que sont les européennes. Et cette question-là, un ministre de l'Intérieur pour une échéance comme celle-là, sur laquelle le président de la République a quand même misé beaucoup de choses, je pense que c'est une des explications qui fait que on confie la tâche au Premier ministre, le temps de prendre la bonne décision. Et je pense que réfléchir pour prendre la bonne décision, se donner un petit peu de temps, c'est quand même une démarche intelligente. Alors certes, c'est pas la démarche habituelle, mais les habitudes sont pas forcément les meilleures conseillères. C'est pas tant évidemment qu'il faut toujours en tout pour tout prendre le temps de la réflexion et ne pas se précipiter. Le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que on se rend compte depuis quelques mois que sur un certain nombre de sujets, il n'y a plus prise sur les événements. Et d'ailleurs, il le formule. Je veux dire, ça ne vient pas juste de mon petit esprit. C'est quelque chose qui formule. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable, au plus haut niveau de l'État, d'anticiper des situations telles que celle-ci, qui certes sont extraordinaires au sens premier du terme, mais en vérité, on ne va pas se mentir, la situation est inédite pas simplement parce qu'on est dans un rythme médiatique, réseaux sociaux différent aujourd'hui. Elle est inédite aussi parce qu'on a simplement, pour la première fois, aucun nom qui vienne naturellement pour remplacer le ministre. Enfin, c'est aussi, vous parlez de réseaux sociaux et sur Facebook, il y a visiblement beaucoup de questions qui arrivent et qui montrent aussi que ce problème d'anticipation se répercute chez les observateurs privilégiés ou pas, et puisque beaucoup de personnes, la question s'affichera, se posent la question, par exemple Thierry Château sur Facebook, qui nous pose la question de savoir quelle est la vraie raison du départ de Gérard Collomb, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Il y a ce moment Benalla, il y a ce moment où il annonce à des policiers, il y a encore 2 semaines, qu'il sera là, qu'il va tenir la maison jusqu'au bout, après les européennes, mais qu'il est là, qu'il est aux côtés des policiers. Paf, il disparaît en 2 semaines, on ne comprend pas pourquoi. Il annule un voyage en Guinée dans l'après-midi, en échange d'un voyage en Guinée, il pose sa démission. Vous avez une petite idée c'est un sujet tabou au sein du groupe parlementaire Non, vous dites non, c'est bon, c'est qu'il en a marre, il est vieux, il va rentrer à Lyon, c'est tout. C'est pas un sujet tabou. En revanche, je suis pas du tout dans le cœur du réacteur pour pouvoir vous répondre. Mais vraiment, l'impression, moi, que j'ai pu avoir, c'est que déjà, avant l'affaire Benalla, je trouvais qu'il était particulièrement usé.
C'est quelqu'un, effectivement, quand on est en proximité, qui est quelqu'un de chaleureux, qui est assez fin, qui est quelqu'un de dialogue. Mais les derniers temps, oui, direct. Les derniers temps, on sentait qu'il était plus vraiment là. Il était crevé, quoi. Enfin, faut être clair. Et bon, je veux dire, il a l'âge de ses artères. Quelqu'un qui a porté, enfin, je veux dire, il n'arrive pas de nulle part. Il y a eu cette campagne qui a été quand même quelque chose d'assez fort et qui prend physiquement quand même beaucoup de choses. Après, l'exercice du pouvoir au ministère de l'Intérieur, c'est pas quelque chose de reposant. Et donc, moi, je l'ai vu arriver comme quelqu'un là d'épuisé. Moi, pour tout dire, j'aurais imaginé dès le mois de juillet la réaction qu'il a pu avoir. C'est la saison prochaine, saison 2, c'est à Lyon. Donc voilà. Après, il y a peut-être des raisons très très politiques de divergence entre un président de la République et son ministre de l'Intérieur. Et ça aurait de la légitimité aussi de dire non, le contrat, ça marche pas comme ça. Mais c'est pas c'est quand même pas ce qui est exprimé. Et le ressenti, c'est quand même cette question d'une usure. Arrive un moment où, quand on est usé, la soupape, la dernière, elle lâche et puis on va se lancer dans une dernière campagne municipale, c'est bien quand on est usé. Comment on reprend la main? On va en finir avec ce questionnement-là. Notamment, votre réponse m'intéresse, Monsieur Riquart, là-dessus. C'était juste une petite remarque pour enchaîner. Lors de notre dernière rencontre début septembre, il a évoqué la situation à Lyon où il disait, quand j'étais à Lyon et que j'avais un problème, j'appuyais sur le bouton, on me répondait tout de suite. Maintenant que je suis au ministre de l'Intérieur, je dois appuyer longtemps sur le bouton. Et je pense que c'est un bon résumé de l'usure que peut procurer l'exercice du pouvoir, notamment au ministère de l'Intérieur, où on a une vraie culture hiérarchique des codes et l'acculturation pour quelqu'un qui est d'extérieur. Il a 70 ans et il a découvert ce milieu. Ça ne doit pas être quelque chose de facile, c'est évident. Donc là, comment ils peuvent reprendre la main côté exécutif et de votre point de vue, nous, ce qu'il nous faut, policier, un chef, mais qui a la maîtrise de la haute hiérarchie et pas l'inverse. C'est ce que je vous disais au début. C'est un ministère très technique, également politique. Gérard Collomb était quelqu'un de politique, mais on a besoin de quelqu'un qui maîtrise les dossiers et qui ne se passe pas, entre guillemets, enfumé par la haute hiérarchie, qu'elle soit policière ou administrative, et qui ne lui permet pas, donc, au ministre de prendre les bonnes décisions. Un ministre qui maîtrise la technique propre à ce ministère sera efficace, ce qui n'empêche pas, à côté, d'avoir des qualités plus politiques, on va dire. Sébastien Nadeau, et vous, comment vous espérez qu'il y ait une reprise en main, même s'il n'y a pas de crise? La reprise en main, il y a l'individu, mais encore que, moi je pense que c'est pas que le jeu des têtes qui compte, on a le budget. Et c'est à travers le budget et à travers sa traduction dans la réalité du quotidien des Français qu'il y a une réponse. Je pense que c'est celle-là, et uniquement celle-là qui compte à la fin. Très bien. Hélène Salvi, un dernier mot pour conclure. Juste un dernier mot. Je suis d'accord sur les questions d'usure, etc. Il faut juste écouter aussi ce que Gérard Collomb raconte depuis un mois. Quand il confie que les histoires de manque d'humilité, etc., du pouvoir, et par ailleurs, quand il quand il confie à des journalistes qu'il n'a pas vocation à être un kamikaze, ça dit quelque chose quand même. Quelqu'un qui n'a pas vocation à être un kamikaze, c'est simplement qu'il ne veut pas sombrer avec le reste de l'équipage. Et il y a de fortes chances, même si là on fait de l'exégèse, il y a de fortes chances que ce soit aussi parce que précisément depuis le début, il veut retourner à Lyon, il veut être réélu à Lyon et il ne veut pas perdre cette ville, qu'il a anticipé un petit peu la sortie en se disant qu'au moment de la pré-européenne et au moment de la campagne, peut-être que politiquement, parce que ce pouvoir, une fois de plus, n'est peut-être pas en crise mais franchement affaibli, ce sera trop tard pour remonter la pente. La discussion continue et continuera sur Mediapart.fr. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous invite à vous abonner à Mediapart si vous ne l'êtes pas déjà. C'est à partir de 1 €. On se retrouve dans quelques instants avec un débat sur un retour sur enquête, un deuxième, sur une enquête récente sur l'histoire secrète des chars, de la vente de chars au Yémen. Merci et à très bientôt.